déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Moi, je t'en J'espère que prie. tu vas bien. Ça va bien, merci. Du coup, si tu pouvais un peu te présenter rapidement. Ouais, je m'appelle Bertrand Arpino, donc je suis le gérant de Banquise Édition, qui est une maison d'édition montée depuis 2015. J'habite en Isère, entre Lyon et Grenoble, et j'ai 43 ans, marié avec 2 enfants. Et du coup, Banquise, tu l'as créé depuis combien de temps à peu près? Et tu vois, 2015, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on a créé Banquise, ouais, enfin que j'ai créé Banquise. Ça fait un sacré bout de temps, on se rend pas compte. Ah, c'est vrai que ça passe assez vite. Du Les coup, 10 ans. du coup Banquise, moi j'avoue que Banquise, je connais depuis pas trop longtemps, même si Ouais. ça fait 10 ans. Après, c'est vrai que ça fait pas longtemps aussi que je regarde sur les boîtes les éditeurs ou les choses comme ça, parce qu'avant j'étais gros joueur, mais j'étais plus, je prends la boîte, j'aime le jeu, et puis je regarde pas, on va dire, qui est l'auteur, qui est Comme l'éditeur. 80% des gens qui font des jeux, hein, on Voilà, est c'est vraiment ça. un tout petit milieu à se regarder, qui fait quoi, comment. Mais c'est vrai que depuis 3 4 ans, même peut-être 5, j'aime bien regarder qui est l'auteur, qui est l'illustrateur. Et du coup, moi j'ai découvert Banquise avec Gacha, Ah ouais, ok. que mon fils adore. Du coup, c'est avec ce jeu que j'ai découvert Banquise. Ouais, qui est hyper efficace, ouais. C'est vrai que c'est efficace et c'est bon. Après, vous faites beaucoup de jeux familiaux, mais mon fils de 4 ans, il a tout de suite compris la mécanique et il adore ce jeu. Ouais, pour la petite parenthèse, Gacha, c'est un jeu donc qui est basé sur le principe des gachapon. C'est quand tu mets une pièce dans la machine et que tu vas tourner et tu sais pas sur quoi tu vas tomber comme jouet. Et on voulait vraiment reproduire ce truc de j'ai envie d'avoir tel jouet, est-ce que je vais l'avoir, est-ce que je vais pas l'avoir, la petite sensation, la petite adrénaline, la petite dopamine qui fait que quand tu tires une carte, est-ce que c'est le bon symbole derrière? Et justement jouer sur ces symboles de satisfaction où dans le jeu, on veut toujours qu'il y ait de la satisfaction et que le joueur soit peu frustré. C'est un truc qui a été assez dominant dans le développement de gacha, c'est jouer sur la satisfaction. C'est vrai qu'il est il est quand même hyper simple mais hyper efficace. Je trouve que ce côté de je veux ce personnage ou ce personnage, et tu dis est-ce que je vais l'avoir, non, tant pis, c'est pas trop grave, avec celui que j'ai pris, finalement je peux quand même faire autre chose, C'est donc ça. Ouais, que ça. t'es toujours dévié, mais ça c'est un truc parce que moi je suis un gros joueur de jeux vidéo. Vraiment, je pense mon loisir pratiquement principal avec le sport, et c'est quelque chose qui a déjà été étudié dans le jeu vidéo, même à outrance et même de façon un peu néfaste. Mais je parlais de dopamine et je parle de dopamine à raison. En fait, c'est vraiment, il y a des études de neurosciences qui disent quand tu joues à un jeu vidéo, il faut que toutes les X minutes il y ait quelque chose de positif qui arrive au joueur pour que le joueur reste accroché. Ça marche surtout dans les jeux vidéo, on va dire sur mobile, où on essaye de t'accrocher le plus possible, mais ça se voit aussi dans des gameplays plus génériques où on veut de toute façon que ça se passe bien pour toi, parce qu'à la base t'es censé passer un bon moment, quoi. Sauf si tu joues à Elden Ring. Sauf si tu joues. Alors les From Software, c'est une autre forme de plaisir dans la souffrance, mais c'est pas vraiment. Alors, pour le coup, je veux pas hijacker ton podcast, parce que moi je pourrais parler de jeux vidéo pendant des heures et des heures, donc restons sur le milieu du jeu de société. Mais oui, après c'est plus le rapport pas vraiment à la souffrance, mais le rapport au dépassement. Et ça, c'est un truc que je retrouve aussi énormément en sport et que tu retrouves dans les Souls, dans les From Software. C'est ce truc de je vais jamais y arriver. Et au final, on y arrive. Et c'est un truc qui est hyper cool et hyper satisfaisant. Et du coup, toi, pourquoi t'as créé Banquise? Ouais, bonne question. Pourquoi? Ouais, voilà, À c'est une quelle question idée, à simple et quel moment efficace. tu t'es dit? À quel moment c'était une bonne idée? Non, mais du coup, c'est un peu personnel, mais avant Banquise, j'avais une société dans l'informatique. J'avais une petite boîte dans l'informatique qui faisait de la vente et prestations pour les particuliers, TPE, PME. Et j'ai fait ça pendant 10 ans, et au bout de 10 ans, j'en avais marre. J'avais fait le tour de la question et j'en pouvais plus. Et en fait, il me fallait une porte de sortie de cette boîte d'informatique, et j'adorais le jeu de société, j'étais grand fan, et j'ai fait ce qu'on dit qu'il faut jamais faire, c'est-à-dire que j'ai créé un jeu moi-même et j'ai créé la maison d'édition autour de ce jeu. Donc j'ai créé mon premier jeu qui s'appelait Dino Twist, et j'ai créé une boîte donc qui s'appelait Banquise. À l'époque, je l'ai créé avec Stéphane Escapa qui est illustrateur, et on avait monté la boîte tous les deux. Mais moi, c'était pas un but en fait, c'était un moyen. C'était comment me sortir de cette ancienne boîte qui me rendait malheureuse. Et mon moyen, ça a été de créer une nouvelle boîte, créer cette Banquise Édition pour aller mieux et changer de métier. Ok, donc, mais toi, à la base, c'était plus dans le fait de
comme tu dis, de t'évader d'un métier que t'aimais plus, et du coup mais de t'éditer. Du coup, tu voulais plutôt faire des jeux, c'est-à-dire être auteur, ou plutôt développer des jeux d'autres, ou en fait t'y es allé sans vraiment savoir où tu voulais aller, t'as dit allez on y va, et puis on verra. Non, je voulais vraiment éditer les jeux d'autres. C'est-à-dire que, ok, notre premier jeu c'était moi au game design, mais aussi Stéphane qui a participé beaucoup à la création du game design. Mais Stéphane a fait toutes les illustrations. Mais notre but c'était surtout d'avoir des auteurs. On voulait pas être en circuit fermé parce que ça nous semblait intéressant de travailler avec des gens et d'avoir aussi d'autres idées. Et que je pense que il faut être hyper fort pour créer tes propres game design, et tes propres concepts et tout le temps te renouveler. Moi, ça me paraît impossible en tant que personne, donc c'est toujours mieux de travailler avec des gens. Et pour rebondir juste sur du coup la création, donc la boîte elle est créée en 2015 et donc avec Stéphane Escapa comme associé, et malheureusement assez vite on se rend compte qu'on n'est pas très compatible en termes de travail, et du coup il va y avoir une période on va dire de 2 ans où je vais lui racheter ses parts. Parce que j'ai une vision de banquise et une vision de ce qu'on doit faire qui est pas vraiment la même que la sienne, et lui il a son travail d'illustrateur qui lui prend beaucoup de temps, et a raison parce que maintenant c'est un illustrateur qui est reconnu, et donc on va dire de 2015 à 2017 on a une période un peu la première année se passe bien et après on va dire jusqu'à 2017 ça se passe très mal, et il y a une sorte de divorce business qui se met en route et je lui rachète ses parts, et là il va falloir du temps pour moi pour que je me reconstruise, je refasse des jeux. Mais notre premier jeu, donc c'était Dino Twist de nous, et derrière on enchaîne sur Bubbly Pop, Bubbly Pop qui est un jeu de match 3. On retombe sur le jeu vidéo, tu vois, le match 3 c'est quand tu alignes 3 trucs et qui ça s'annule. C'était un jeu à 2 joueurs qui a super bien marché, qui malheureusement n'est plus édité, mais c'était un gros succès pour nous à l'époque. Et c'est la période juste où Stéphane s'en va de la boîte, et là où je reprends tout seul derrière avec Banquet Royal. Qui a été un peu plus compliqué, on va dire. Ouais, parce que en parlant de Banquet Royal, j'ai un peu regardé à gauche à droite que c'était, je vais pas dire un flop, mais que c'était Ouais, si, tu peux le dire, hein. Moi, j'ai pas de problème à le dire. Ouais, bah, clairement, Banquet Royal, ça a été un flop parce que ça s'est pas vendu du tout, en fait. Donc, ouais, c'est ça. toi, à l'époque, qui était quand même une jeune maison d'édition, qui dit jeune maison d'édition, avec une économie assez fragile, un peu comme Clairement. une toute PME en vrai, je parle de maison d'édition, mais je parle de PME, mais en général. Et du coup, toi, après ce flop pour X ou Y erreur, au-delà du jeu, parce que j'avoue, je connais pas le jeu, qu'il soit bon ou mauvais, comment t'as fait pour du coup essayer de rebondir et essayer du coup de sauver le socle de banquise pour pouvoir continuer aujourd'hui où tu en es? Bah, j'ai galéré. J'ai galéré de ouf. Vraiment, il y a ce truc où Dino Twist, on fait un bon tirage. Dino Twist, je crois qu'au final, c'est pratiquement 10 à 15 000 boîtes entre la France et l'export, parce que nous, on travaille depuis le début avec BlackRock. BlackRock, c'est notre distributeur en France, mais c'est aussi notre distributeur à l'export. Et ils font un taf super. Et en 2015, donc sur Dino Twist, ils arrivent à nous trouver de l'export. On est hyper contents. On fait un bon tirage. Derrière Bubbly Pop, pareil, on arrive à faire 20 000 unités, je crois, sur Bubbly Pop, donc c'est super. Et après, donc il y a toute la période avec Stéphane qui est plus compliquée, moi qui me coûte énormément en énergie, en temps, et après oui, il va falloir tout gérer tout seul. Là-dessus, j'enchaîne Banquet Royal qui est un flop, qui se vend absolument pas, parce qu'en fait, Banquet Royal c'est une réédition d'un jeu pour enfants qui était avant chez Djeco. Et je me suis rendu compte que les boutiques, elles avaient identifié l'ancien jeu, mais pas celui-là. Et du coup, il y a une sorte de rejet du jeu en disant bah non, on a déjà vu cette mécanique, ça sert à rien de le reprendre, l'autre était mieux. Et donc je me plante complètement là-dessus. Et je galère bah du coup à trouver les sous pour faire vivre la boîte. Je galère aussi pour arriver à maintenir le truc, et je vais faire des prestats en fait pour tenir le coup. Je vais prendre alors dans ma tête, j'avoue que c'est plus très clair à quel moment ça arrive, mais on a le Banquet Royal, après on a Yokai. Yokai, du coup, ça marche super bien. Et là, Yokai, ça va me permettre de rebondir là où Banquet Royal m'a pas mal creusé. Ça me permet de revenir à flot et d'assurer la survie de la société. Mais derrière, on enchaîne Mu qui marche pas très bien non plus, et je vais arriver dans une période un peu compliquée où je vais être obligé
obligé de prendre la presta pour une société qui s'appelle Lifestyle, qui est une maison d'édition russe, et où je vais travailler avec eux pendant pratiquement 2 ans, où je vais avoir un poste de responsable marketing et éditorial pour la France. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une maison d'édition qui travaille avec plein de pays et ils me mandatent, moi, pour trouver des partenaires en France et faire toute la localisation de leur jeu. Ok, mais du coup, aujourd'hui, tu travailles plus du tout pour eux, t'es full banquise. Ouais, c'est ça. Là, depuis 2022, en fait, depuis la guerre en Ukraine. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais c'est 2022 ou 2023, début de la guerre en Ukraine. On va dire que À c'est peu près. 2022. Je suis pas très fort en histoire, donc... Malheureusement, moi non plus, on sera pas très accurate là-dessus, mais je pense que les gens nous reprendront. Depuis le début de la guerre en Ukraine, je dis stop, on arrête. Et puis de toute façon, je trouvais que ça me pesait dans mon travail. C'était Ça me assez rapportait de chronophage, l'argent, hein. Ça me permettait quand même de faire d'amener de l'argent dans mon kiss, mais je me sentais contraint, je me sentais pas bien, et c'est pas pour ça que j'ai créé une boîte. Donc en gros, j'ai fait ça pendant 2-3 ans, et là ça fait 3 ans que j'ai arrêté, 2-3 ans que j'ai arrêté. Mais c'était hyper formateur. Déjà, je voulais voir si moi j'étais capable de tenir un poste à responsabilité en anglais à l'international. Mine de rien, gérer une équipe. Enfin, j'avais une équipe de 3-4 personnes qui dépendaient de moi, et puis on a fait plein de jeux et il s'est passé plein de trucs. Donc, je suis content d'avoir prouvé que je pouvais le faire. Après, voilà, j'ai préféré regagner ma liberté et surtout pouvoir me concentrer sur Banquise et développer plus de jeux, parce que ce temps, ça m'empêchait de sortir des jeux chez Banquise. Et a posteriori, c'était vraiment la bonne décision. Surtout que là, j'ai l'impression, par exemple, dernièrement, vous avez sorti Temple Code, qui a quand même hyper bien fonctionné. Quand tu dis vous, tu peux dire tu, hein, parce que Banquise, du coup, c'est moi. Ah oui, tu alors. Alors, mais après, c'est intéressant de faire l'historique de Banquise. Banquise, c'est moi tout seul, parce que j'ai pas de salarié, mais par contre, je bosse avec 5 prestataires qui sont fixes. C'est des gens avec qui j'ai confiance, mais c'est pas des salariés. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils peuvent me dire, ok, j'ai trouvé un autre client, je m'en vais, ou moi, je peux leur dire, là, il y a moins de taf, du coup, je vais moins te solliciter, mais globalement, c'est des gens avec qui je travaille tout le temps. C'est Mathieu Bonin qui gère l'aspect communication et marketing. Mathieu Bonin, c'est un peu un polymorphe du milieu du monde ludique. Il a travaillé avec énormément de sociétés et il gère tout ce qui est donc marketing, réseaux sociaux, plan de com. C'est vraiment la personne clé pour moi parce que je me suis éloigné des réseaux sociaux depuis 2022. C'est-à-dire que je ne suis plus sur aucun réseau. Et mine de rien, nous, toute notre communication, elle se fait sur les réseaux et j'avais besoin de quelqu'un. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui réfléchit aussi le marketing de manière intelligente. Surtout qu'aujourd'hui, on va dire, dans notre époque, pour se faire voir, en tout cas la marque, pas toi, parce qu'en vrai, on s'en fout qu'on te voit toi, oui. Mais la marque, on est obligé d'avoir les réseaux sociaux, sinon c'est compliqué, quoi. Oui, c'était obligé. Et du coup, moi, ces réseaux, ils me rendaient malheureux et du coup, je lui ai refilé ça, plus plein de trucs. Donc, il y a Mathieu Bonin, qui est vraiment une personne clé. On a Nicolas Aubry, qui est Synergy Games, qui s'occupe de toute la partie production. Donc, lui, il gère la relation avec les usines, il gère le transport, il gère tout ce qui est de la logistique. On va avoir 2 graphistes qui sont Alexis Van Der Beek et Jérôme Soleil, qui travaillent sur différents projets. Et on a Mathieu Rivero, qui s'occupe de tout ce qui est traduction, écriture de règles et de manière globale tout ce qui est basé sur l'écriture. Donc voilà, c'est quand même 5 personnes avec qui je travaille de manière régulière, à qui je confie des projets. Mais encore une fois, c'est des prestats, c'est pas des salariés. Banquise, ça reste une petite maison d'édition où je suis tout seul devant mon ordi chez moi à longueur de journée. Mais c'est quand même impressionnant parce que là, maintenant que tu me dis que t'es un peu tout seul un peu à tout gérer, un peu comme une pieuvre, je trouve qu'il y a quand même du coup beaucoup de jeux qui sortent par année pour une petite maison d'édition où tu es toi avec toi, même s'il y a t'as ton équipe de freelance qui travaille, mais je trouve que ça fait quand même je trouve que vous sortez quand même beaucoup de jeux du coup Ouais, clairement. Là récemment aussi, il y a eu un enchaînement. Moi, j'essaie de travailler les jeux en amont, c'est-à-dire que les jeux, je les travaille très longtemps, être sûr qu'ils sont bons et que tout est bien. Mais du coup, là, on arrive rien que sur ce planning de 2025 où les 3 jeux 2025, là, ils arrivent tous sur le premier semestre et c'est beaucoup pour une petite maison d'édition de sortir ne serait-ce que 3 jeux. J'en avais un 4e potentiel qui arrivait sur la fin d'année. Je sais pas si on arrivera à le sortir, mais là, depuis que j'ai arrêté Lifestyle, en fait, j'ai consacré plus de temps à Banquise et du coup, on a sorti plus de jeux. Et tu vois, tu disais, il y avait Gacha, il y a eu Archimboldo, il y a eu toute la gamme logique, Le Grand Méchant Monstre, Quickshock, Temple Code, Inkit, Tengu, là, et Cachamo, Cocoon qui va arriver, et Color Wars. Ça fait beaucoup. Mais après, c'est du taf.
Oui, c'est sûr. Puis quand ça fonctionne, ça pousse aussi à continuer, à essayer de sortir d'autres jeux. Et puis maintenant, j'ai l'impression que vous commencez à être implanté dans le monde ludique en tant que maison d'édition. Tu commences à Non, mais bah, y a pas de souci. à être implanté du coup dans le monde ludique. Par exemple, Ouais, mais après, enfin, implanté ou pas, les gens, ils s'en foutent, hein. Ce qui est oui, important, c'est le jeu. Tu vois, à la fin, on en revient sur qu'est-ce que c'est le jeu. Est-ce que le jeu, il est bon? Est-ce qu'il est pas bon? Et même des fois, c'est même pas juste est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon, c'est est-ce qu'il va s'implanter? Parce que moi, il y a des jeux que j'ai faits, que j'ai adorés, mais qui n'ont pas fonctionné ou qui sont pas installés, alors que je trouve qu'ils méritaient. Et des jeux que je vois, je dis, mais ça, c'est génial, et tout le monde passe à côté, et je dis, mais pourquoi? Donc, il y a pas que, enfin, il y a une sorte d'injustice, malheureusement, parce qu'il faut que toutes les planètes soient alignées, il faut que tout marche correctement, que les boutiques l'aiment bien, que les gens l'aiment bien. Enfin voilà, il y a une sorte de petite injustice dans ce monde-là. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. bah après c'est un peu parce que moi du coup je travaille dans le monde de l'audiovisuel. Ouais, Je suis monteur. J'ai travaillé longtemps dans la prod de pubs et de clips. Bah après il y a aussi un aspect de quand on sort un produit. Si on le sort pas, ça peut être le meilleur produit, mais si on le sort pas au bon moment c'est ça. et que par exemple je dis n'importe quoi, en face il y a le blockbuster qui aspire toute la communication et toi tu sors ton jeu ou ton produit, tu te dis ah ça va être compliqué. Si par exemple je dis n'importe quoi, tu sors ton jeu d'ambiance, hop, Covid. Bon. C'est ce qui est arrivé à plein de jeux, hein. Mais Oui, oui, mais clairement. du coup, ah, bah ça, c'était pas prévu, c'est pas le bon moment, ou d'autres choses. Des fois, il y a plein de moments où si ton C'est jeu ça. sort pas au bon moment, au bon timing, où il y a une erreur de com ou pas forcément, il y a plein d'éléments qui fait que, bon, bah, des Ça fois, s'installe pas. ça peut être le Et c'est pour meilleur ça que je jeu et il parle un peu fonctionne pas, quoi. d'injustice, parce que des fois, nous, on vit ça comme une injustice en disant, bah là, vraiment, ce jeu, il avait tout pour cartonner, et au final, non. Et c'est très rageant d'avoir passé 2 ans de développement sur un jeu et qu'au bout de 2 mois, plus personne n'en parle. Malheureusement, bah voilà, c'est des choses qui arrivent et il faut faire avec. Mais c'est aussi un des côtés un peu déprimants, je vais dire ça, de ce métier, c'est que notre métier, c'est de vendre des jeux, d'en vendre X par an, que ce soit 2, que ce soit 3, que ce soit 4. Mais on arrive toujours en disant bah celui-là vraiment il est génial, tu vois, il y a ce truc, c'est toujours la vie sans fin où on est là à dire allez celui-là il était vraiment bien, on sait que vous avez aimé l'autre mais celui-là il est encore mieux, tu vois, et ça c'est un peu difficile de se dire ok il va tout le temps falloir se renouveler, tout le temps falloir lancer des nouveaux jeux, même si on arrive toujours à s'enthousiasmer sur des jeux, hein, ça c'est pas le problème, c'est plus ce cercle sans fin dont on participe, quoi. Oui, c'est sûr. Et en plus, aujourd'hui, il y a de plus en plus de sorties. Euh, et pour faire vivre une boîte, en tout cas une boîte d'édition, on est obligé de faire des nouvelles sorties. Parce que C'est si on ça. fait pas des nouvelles sorties, comme tu dis, à part certains titres qui sont quand même très rares, qui arrivent à s'implanter, que tout le monde va sortir, par exemple, je dis n'importe quoi, qui est sorti il y a pas très longtemps, Skyjo, où maintenant Skyjo, tout le monde l'achète, tout le monde, on va dire le grand public qui en vrai ce qui est plus intéressant à toucher que notre microcosmos Oui, oui. où on regarde toutes les vidéos, toutes les sorties, mais ça on va dire c'est pas ce qui fait fonctionner une boîte d'édition, c'est qu'une petite partie des acheteurs de jeux. Et ben si on sort pas des nouveaux trucs assez fréquemment, j'ai l'impression que c'est quand même compliqué de survivre entre guillemets en tant que maison d'édition. Clairement, pour des petites boîtes comme nous, oui. Après, tu as d'autres stratégies, comme la stratégie à la Cocktail Game. Mais Cocktail Game, ça fait combien d'années qu'il est là? Mathieu Despnous, c'est une figure historique et il a tellement bossé pour en arriver là. Mais ils ont un tel catalogue avec Trio, mais je cite Trio comme ça, mais là, il y a Bombuster qui est arrivé. En fait, eux, ils sortent moins de jeux parce qu'ils ont un tel catalogue qui se vend en fond de catalogue qu'ils ont plus besoin de sortir plein de jeux. En fait, ils peuvent faire vivre très longtemps. Ils ont leur jeu, ils y croient beaucoup, ils le balancent à fond. Et ça, c'est aussi une stratégie qui marche. Et aujourd'hui, on va dire pour les jeunes maisons d'édition ou les maisons d'édition même moins jeunes qui n'ont pas forcément aujourd'hui le catalogue, de pas sortir des jeux fréquemment
pour fonctionner, c'est compliqué. Ouais, c'est un peu le jeu d'équilibriste qu'il faut arriver à trouver. On sait que le marché il est surchargé, donc on sait qu'il faut pas lancer trop de jeux, mais d'un autre côté, nous on a besoin pour vivre de lancer des jeux, parce que si on lance plus de jeux et que plus personne achète nos jeux, on gagne plus d'argent. Donc c'est tout ce truc de dire, on sait que le marché est surchargé, on veut pas lancer trop de jeux, mais on a quand même besoin de lancer des jeux, et on pense que si on lance nos jeux, c'est qu'ils sont intéressants. Tu vois, on va pas lancer un jeu pour dire tiens, je vais lancer ça, je sais pas trop ce que ça va donner. Non, quand tu lances un jeu, en tout cas moi à mon niveau, c'est que j'y crois. Je dis ce jeu il peut vraiment apporter quelque chose, il est vraiment cool, et ça vaut le coup qu'on le lance, quoi. Oui, c'est sûr. Et en plus, du coup, par an, toi, t'as un peu quantifié pour avoir cet équilibre, comme tu dis, à 2-3 jeux par an, ou c'est au flow, comment ça arrive. Alors ouais, je pense que c'est ce qu'on disait avant que ça coupe, c'est que nous on a fait les calculs avec le comptable et il m'a dit Bertrand, pour que la société elle soit présente, donc là je parle pas sans me payer, juste pour que la société soit présente sur le devant de la scène, c'est-à-dire aller à Cannes, aller à Essen, être présent sur les réseaux sociaux, engager les prestats, nous c'est 40 000 boîtes par an. Faut que la société elle soit capable de vendre 40 000 boîtes par an pour continuer à exister, en dehors de mon salaire, c'est-à-dire sans me payer. Donc pour vendre ces 40 000 boîtes, nous on est parti sur le fait qu'il faut sortir 2 à 3 jeux par an. Et en gros, chaque jeu, on espère qu'il fasse au moins 10 à 15 000. C'est vraiment les minimums quotas qu'on s'est mis en disant, si on lance un jeu, il faut qu'il fasse au moins ça. Des fois, on a des jeux, malheureusement, qui font beaucoup moins. On a des jeux qui font 2000 boîtes, on en a produit 5, ils font 2. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait des 3000 boîtes restantes? Et des fois, tu as des jeux qui font 20 000, 30 000. Et du coup, voilà, c'est l'équilibre à trouver entre tout ça. C'est sûr. Aujourd'hui, pour choisir un peu les jeux que tu développes, déjà, comment tu procèdes, comment tu choisis tes jeux, et aujourd'hui, tu essaies d'aller... après, c'est une question un peu dure, d'aller sur des valeurs sûres, ou des fois, tu prends un peu des risques pour tes sorties. T'as qu'à regarder Inkit. Inkit, c'est un gros risque, en fait. Inkit, c'est un jeu où... peu de gens voulaient aller parce qu'il y avait cette problématique, ce problème des tampons et des encreurs qui est un vrai problème et qui nous a posé des problèmes à l'export, où pas mal de gens ont refusé le jeu parce qu'ils disaient non, les encreurs, c'est bon, trop de SAV, on va s'emmerder. Et au final, nous, on a réussi à bosser le jeu pour qu'il y ait aucun problème. On a un taux de SAV qui est ridicule sur Inkit. Donc vraiment, on a bien bossé là-dessus, mais c'était un gros risque. Et à l'inverse d'un Inkit, tu as un Temple Code. Un Temple Code, c'est un jeu de déduction dual levé. Là, le risque, il est vraiment minime. Donc, je pense que ça va dépendre des jeux. Il y a des fois, quand j'ai un gros coup de cœur, je suis capable de prendre le risque. Et il y a des fois, je vais plus jouer la prudence. Mais pour revenir à ta question initiale, comment je sélectionne mes jeux? Je suis hyper chiant. Mais vraiment, je suis hyper chiant parce que moi, c'est mes sous et que si jamais le jeu il se plante, je me plante. Donc, je vais avoir un regard hyper critique. Je prends peu de jeux. On reçoit comme les autres éditeurs ont dû te le dire, on reçoit trop de demandes. On reçoit plein de demandes de proto tout le temps. Et c'est vraiment très rare que quand j'ouvre ma boîte mail et que je lise une demande de proto, je dise waouh, ça a l'air intéressant. C'est 1 sur 50, j'ai peut-être 1 sur 30, bref. Mais comment je choisis mes jeux, c'est plus maintenant, ça fait 10 ans que je suis dans le milieu, je connais plein d'auteurs, je connais plein de gens et je sais que c'est des gens qui sont talentueux, qui travaillent très bien leur jeu et du coup, je préfère aller voir ces auteurs qui sont déjà connus et reconnus, avec qui je m'entends bien, en leur disant qu'est-ce que tu as de nouveau, tiens, j'ai ça, ça a l'air super cool. Mais il y a quand même cette exigence et je pense que c'est un truc qu'on partage avec pas mal d'éditeurs. C'est l'exigence. On est hyper exigeant sur quand on lance quelque chose, il faut vraiment que ça soit nouveau, original, ou juste que nous, en tant que joueurs, ça nous excite en fait, tu vois, en disant putain, ça a l'air vrai, c'est vraiment trop cool, c'est efficace, ça marche bien et on a vu tellement de jeux, on a fait tellement de trucs que des fois c'est difficile, surtout dans ma gamme familiale, parce qu'il faut arriver à perdre ce côté un peu blasé qu'on a d'avoir vu trop de choses et se dire ça en famille ça va cartonner. Donc voilà, pour répondre de manière concise à ta question, être très exigeant, c'est la façon dont je choisis les jeux. Par exemple, toi aujourd'hui pour un jeune, ou pas forcément jeune, mais quelqu'un qui lance son premier jeu, si t'envoies un jeu, est-ce que tu regardes quand même tous les jeux, même si je pense que c'est compliqué de regarder tout, parce que si tu me dis t'en reçois 100, je sais pas, par semaine ou par mois, tout regarder... Alors, en gros, la moyenne, c'est 10 par semaine. Voilà. Donc tu ramènes ça, c'est 500, tu ramènes ça à l'année, c'est 500 par an, quoi.
Et du coup, tu fais quand même, t'as quelqu'un qui s'occupe de cette veille déjà pour faire un premier filtre, ou toi, tu regardes rapidement, on va dire, en plus, je pense que tu dois, je sais pas un peu comment ça se passe, mais sur les 100, tu dois recevoir 80 avec juste une ligne de règles, 3 morceaux de carton et qui sont pas vraiment terminés. Et il y en a peut-être 10%, comme tu me dis, qui sont terminés. Bon, après, et dans les 10%, il y en a peut-être 5% qui fonctionnent. Et dans les 5% qui fonctionnent, il y en a peut-être 3 qui sont intéressants. Bah, en gros, ça se professionnalise quand même pas mal. C'est-à-dire que les gens maintenant savent qu'il faut arrêter de nous envoyer juste 3 lignes parce que ça marche pas. En fait, on a un formulaire qui dit que quand tu nous envoies une demande de prototype, il nous faut une vidéo d'explication de 5 minutes. Et rien que ça, en fait, rien que le fait que l'auteur il soit obligé de faire une vidéo de son jeu, ça fait un filtre. À partir de ce filtre-là, on va recevoir. C'est moi qui vais regarder. Malheureusement, j'ai un temps de traitement, j'ai un temps de retard d'environ 1 à 2 mois sur mes demandes de prototypes. C'est vraiment quelque chose qui est classé tout en bas de ma to-do list. Moi, je fonctionne beaucoup par to-do list. Je sais que j'ai une liste de tâches à faire et aller voir les prototypes, c'est vraiment tout en bas parce que nous, on a déjà des jeux jusqu'en 2026 et je suis pas à la recherche vraiment constante de jeux. C'est pas un truc dont j'ai vraiment besoin. Donc voilà, je vais le mettre tout en bas. Et quand j'ai vraiment trop de retard sur cette liste, je me prends une demi-journée ou même une journée et je vais faire tous les jeux que j'ai reçus et je vais tous lire les règles en leur envoyant, enfin tous ceux qui ont une vidéo, tous ceux qui n'ont pas de vidéo, je leur envoie un mail en disant nous le process pour nous envoyer, c'est avoir une vidéo. Donc je regarde les vidéos. Souvent, malheureusement, c'est pas assez original ou c'est pas assez intéressant. Donc je leur réponds en disant je suis désolé, je vais pas pouvoir me projeter sur une édition parce que c'est pas assez intéressant ou pas assez original. Et donc on disait, j'en reçois 500 à l'année. Sur les 500, il y en a bien 400 qui ont une vidéo. Sur les 400 qui ont une vidéo, il y en a 10, je pense. Donc ça, je vais être à 5%. 5% où je leur dis, franchement, ce que tu proposes, ça peut être intéressant. Soit tu m'envoies un proto et je teste de mon côté, soit on se rencontre à Cannes ou à un festival. Mais en gros, le taux de réponse est 5%. Ok, ce qui en soi, pour moi, ça me paraît logique. Ça me paraît logique. Je me sens pas heurté ou de ce que tu me dis. J'ai l'impression que comme tu dis, il y a tellement de jeux qui sortent et il y a de plus en plus, le jeu intéresse de plus en plus, donc il y a de plus en plus de gens qui se lancent ou qui essayent du coup de créer un jeu, et après du coup c'est normal que t'en reçois plus. Et après, game designer, c'est un métier, il y a des gens, même si après ça, pour moi c'est un art entre guillemets, on n'est pas directement, moi je sais que je fais beaucoup de photos. Si je regarde mes photos d'il y a 15-20 ans et mes photos aujourd'hui, je me dis j'étais sacrément nul il y a 15 ans quoi. Mais vraiment, je me suis dit, c'est tout ce qui est difficile, c'est qu'il faut bien commencer et il faut aussi quand même. Alors, il y a un truc que je me dis, c'est toujours répondre aux gens. C'est les gens, ils m'envoient des messages, même si j'ai 2 mois de retard, il faut toujours que je réponde. C'est un truc. Mais en effet, tu peux pas non plus leur dire ce que tu fais c'est nul, parce que moi, quand je me suis lancé en 2015, tu vois, j'ai créé mon propre jeu et mon jeu, il est peut-être pas ouf au début et au fur et à mesure des itérations, il est devenu cool et assez cool pour être édité et faire des ventes quoi. Donc c'est difficile de dire aux gens non c'est nul. Et puis il y a aussi ce truc, comme tu vois, je te parlais d'injustice tout à l'heure, il y a aussi qu'il n'y a pas de vérité absolue. C'est que des fois, moi je vais voir un proto, je vais passer complètement à côté, un autre éditeur il va le voir et va dire c'est génial. Il y a une question de subjectivité, de sensibilité, et il y a une question aussi de temps. C'est quand est-ce que tu vois ce proto? Est-ce que quand tu le vois, t'as le temps, t'es posé avec l'auteur, tu discutes, ou est-ce qu'il fait juste partie d'une liste de tu t'es déjà tapé 20 mails avant et c'est juste le 21e, tu vois? Ouais, tu passes à côté. Là, on enregistre le podcast alors que c'est Cannes dans 1 mois. Et tu vois, on parlait des demandes de proto. D'habitude, j'en reçois 10 par semaine. Là, en ce moment, c'est 10 par jour. On a calculé avec des potes éditeurs et comme Cannes arrive, tous les auteurs veulent prendre des rendez-vous et on reçoit 10 demandes par jour. Et tu vois, là, je suis dans une période où j'ai moins de temps à accorder à des protos et potentiellement, je vais passer à côté d'un super truc. C'est obligé, en fait. Donc c'est peut-être pas la bonne technique en tout cas d'envoyer les protos proches de Cannes. Mais en même temps c'est le jeu, tu vois, tout le monde essaye de récupérer un rendez-vous parce que tu y crois et j'espère que les gens ils arrivent à avoir des rendez-vous. Oui, c'est vrai que ça fait partie du jeu, c'est un peu... quand j'entends en tout cas le monde de l'édition de jeu, ça se rapproche vraiment énormément du monde de la prod ça, c'est vraiment très proche. Par exemple les réals qui essayent toujours
d'être représenté, ou même comment on développe un jeu et on développe un film, il y a des similitudes. Bon, après, c'est deux objets différents, donc c'est différent, mais il y a quand même beaucoup de similitudes, et plus j'écoute des éditeurs, des gens du milieu, plus je me dis, en fait, ces deux milieux... Qui ont des ponts, ouais. qui sont quand même assez proches. Mais tu peux faire des ponts avec le milieu de la BD, avec le milieu du livre, avec le milieu du jeu vidéo aussi, tu vois. Pour moi, enfin, comme je disais, je suis un grand joueur et on a des ponts comme ça où même si c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes façons de distribuer, mais de toute façon, c'est des métiers créatifs quelque part. Oui, c'est donc, ça. on retrouve un peu ces trucs, ouais. Et du coup, chez Banquise, du coup, vous avez lancé une gamme qui est la gamme Logique, qui est une gamme que vous avez développée du coup avec Johan, si je me trompe. C'est ça, ouais, c'est Johan Levet. Johan Levet, en fait, il fait partie de l'association à laquelle je vais jouer, qui est une association de joueurs qui s'appelle les Ludochons. On s'est connus comme ça à l'époque où il lançait Myrmez, donc ça fait 7-8 ans. Et il a grandi, il a été reconnu en tant qu'auteur, il a fait des super jeux et il continue à faire des super jeux. D'ailleurs, faut pas que je parle au passé parce que Johan, c'est vraiment un auteur qui est hyper cool, hyper productif, qui travaille énormément bien. Et il avait ce truc de dire, bah moi j'ai cette gamme, mais personne n'en veut. Et je dis, bah écoute, moi je trouve que la gamme elle est intéressante. Ça me dit bien de lancer l'aventure. Et donc on l'a lancé l'aventure tous les deux comme ça. Ouais. Ok, cool. Bah, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, Johan, en jeu de déduction et de logique, pour moi, c'est... en tout cas, en France, c'est un monument. Bah, clairement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et encore une fois, enfin, pour avoir bossé avec lui, moi, c'est un des auteurs avec qui j'aime le mieux travailler parce que, enfin, il est super fort, en fait. Il est super fort dans ce qu'il fait, il est super pertinent, super actif. Non, enfin, je vais avoir que des superlatifs positifs à dire sur Johan. Donc, non, vraiment, c'est un très, très bon auteur. Puis j'avais écouté sur... je sais plus, je crois que c'était... un monde de jeu, ou je sais plus exactement où j'avais entendu, et quand tu l'écoutes en tout cas parler de son développement de jeu, tu sens que c'est un passionné de calcul et de logique et de choses, et tu te dis c'est vraiment super intéressant, en tout cas de la façon dont il travaille. Et c'est un passionné tout court en fait, c'est ça, c'est que vraiment c'est une passion. Et oui, il y a ce truc de l'algorithme où il va développer des algorithmes pour que tout soit analysé. Enfin, il est hyper intelligent, hyper malin, et surtout il comprend c'est quoi le game design et il comprend ces trucs de logique. Pour le coup, il est assez avancé là-dessus. Ouais. Ok. Et du coup, avez-vous d'autres jeux dans les années précédentes qui sont prévus avec lui, ou pas du tout? Bah là, on avait Temple Code, donc on a eu toute la gamme logique. On a eu Temple Code aussi qu'on a travaillé avec Yoann, qui est un super jeu qui a très très bien marché pour nous. Et pour l'instant, on n'avait que ces deux-là. Ouais. Ok. Pour revenir du coup sur les dernières sorties de Banquise, Cachamo, si tu peux nous en parler un petit peu. Ouais. Cachamo, c'est un jeu d'association d'idées. Pour faire un truc rapide, c'est un peu un mélange entre Modi Modi et Fiesta de los Muertos. On va avoir une plaquette et sur cette plaquette, on va écrire un mot qui nous est imposé. Par exemple, je vais écrire le mot chat. Et dessous, moi, caché des autres joueurs, je vais écrire un deuxième mot qui est une association d'idées du premier mot. Donc je vais penser à chat, je vais avoir une association d'idées que je vais mettre en deuxième mot sur cette plaquette. Et à partir de cette deuxième association d'idées, je vais faire une autre association d'idées et ça va me donner un troisième mot que je vais aussi écrire sur cette plaquette. Donc en gros, secrètement, j'écris 3 mots sur la plaquette. Quand je referme la plaquette, les autres joueurs, ils vont voir chat, parce que ça c'est le mot, et ils vont voir les premières lettres des 2 autres associations d'idées. Et leur but, c'est de trouver la dernière association d'idées. Ils vont avoir une seule proposition. Ils ont un sablier de 60 secondes pour dire une proposition. Donc, par exemple, tu vois qu'il y a écrit chat en haut. Dessous, c'est écrit SO. Donc, tu sais que l'association d'idées qui part de chat, qui va à SO, donc ça pourrait être, on ne sait pas, enfin c'est écrit SO, tu sais pas ce que c'est à toi de deviner cette association d'idées. Et à partir de SO, il y a une troisième association d'idées qui commence par O. Donc tu as chat, SO et O. Et avec ça, il faut que tu commences le mot, que tu trouves le mot qui commence par O. Donc tu dis que chat, SO, ça va être souris. Tu dis que le deuxième mot c'est souris, mais c'est pas ça qui t'intéresse. Ce qui t'intéresse, c'est de trouver le dernier. Qui commence par O, ça peut être odeur, ça peut être ongle, ça peut être n'importe quoi. Donc tu proposes ça au joueur, le joueur va te dire oui ou va te dire non. Si tu trouves immédiatement au premier sablier, tu gagnes une carte et le joueur qui a écrit le cachamot ne gagne pas de carte. Par contre, si personne ne trouve, on va mettre une deuxième lettre au deuxième mot. Et là, on va remettre un sablier. Donc là, on avait chat, SO et ça devient OR.
Donc c'est chat, souris, or, et on se dit chat, souris, ordinateur, la souris d'ordinateur. Et là, si on trouve... Ok, d'accord. Et oui, c'est ça qui est génial dans le jeu, tu vois. Et là, si on trouve, on gagne chacun une carte. C'est ça qui est intéressant, c'est que mon but en tant que cachamot, c'est pas forcément, enfin déjà c'est que les gens trouvent. Une des premières erreurs, on va dire, quand les gens commencent à jouer à cachamot, c'est que ils veulent absolument gagner leur carte et du coup ils font des associations qui sont trop difficiles et du coup C'est personne ça ne que je me trouve. dis, que c'est que, en fait, quand t'as commencé à pitcher, je me dis, mais en fait, tu mets un peu des trucs tirés par les cheveux, personne trouve, quoi. Exactement, c'est ça, tu vois. Et c'est un des problèmes qu'on a avec Cachamot, c'est que les parties se passent super bien quand tu présentes à des familles, parce que les familles, ils vont faire des trucs hyper évidents où tout le monde trouve tout de suite. Dès que tu commences à parler à des joueurs, les joueurs tout de suite, ils sont accrochés à cette carte. Ça, non, moi, je veux gagner ma carte, je veux pas que les gens y trouvent tout de suite. Et ils font des trucs tellement alambiqués que personne ne trouve. Et là où c'est malin, c'est quand tu arrives en fait à trouver des champs qui n'ont rien à voir avec le premier mot. C'est-à-dire que le premier mot, comme tu te dis, c'était chat, chat, souris, mais entre chat et ordinateur, il n'y a aucune connexion. Et c'est là que le jeu devient malin. Mais après, tu peux très bien faire des mots où il y a des connexions, c'est pas interdit dans le jeu, hein. Mais c'est vraiment ce jeu d'association d'idées malin où il y a toujours un peu cette épiphanie, parce que mine de rien, c'est pas facile de trouver. Et quand tu trouves, t'as vraiment ce truc, ouais, on a réussi, on a trouvé, on est content. C'est pas un... Alors après, ça va dépendre des publics et ça va dépendre des gens, hein, mais c'est pas un jeu où tu trouves tout le temps et c'est ça qui fait que c'est cool, c'est que quand tu trouves, t'es vraiment récompensé. Parce que c'est vrai, là, quand tu me disais les mots et tout, j'étais en train de chercher et tout, je me dis, mais ok, chat, tac, ça peut être quoi? Et j'avoue, je serais jamais allé à l'ordinateur. Ouais. Et du coup, là, pour le lancement, on a fait pas mal d'exemples, on a fait pas mal de lancements. On a fait un lancement sur un monde de jeu avec une soirée Twitch. Donc, si les gens ont l'occasion d'aller voir la soirée, il y a plein d'exemples de plein de cachamots. J'ai plein de potes à moi qui m'ont fait des exemples de cachamots et c'est hyper intéressant de créer ces cachamots, mais c'est aussi hyper intéressant de les trouver. Donc voilà, on est vraiment dans un petit jeu d'association d'idées. À la base, c'est une localisation d'un jeu qui s'appelle Ren. C'est une localisation d'un jeu japonais. Nous, le travail qu'on a fait, c'est rajouter des lettres. Parce qu'à la base, dans le jeu japonais, il n'y avait qu'un seul Oui, puis idéogramme. c'est Parce pas que... la même écriture, donc faut le Exactement. repenser, Et quoi. tu fais passer tellement plus de choses dans les idéogrammes que nous, on le fait passer dans une lettre. Donc, on a rajouté ces lettres qui rendent le jeu plus facile. Donc ça, c'est un jeu auquel on croit beaucoup parce que vraiment, il est hyper cool, hyper malin. Et c'est notre sortie de début d'année. Et fun fact, moi je pense que vous savez, mais vous avez mis une baleine et pas un cachalot. Et on avait alors oui, t'as tout à fait raison. Pourquoi? Parce que en fait, on a fait pas mal de recherches avec Jérôme Soleil, qui est l'illustrateur de ce jeu-là, et on a fait tellement de versions et tellement de DA différentes. À la base, notre inspiration, c'était le sel de la baleine. Je sais pas si tu vois, tu sais, la Oui, baleine bleue. le sel bleu là. Ouais. Ouais, c'est ça. Notre inspiration, c'était ça. Et toutes les DA qu'on présentait, les gens disaient, bah, c'est bien, mais c'est vieillot, tu vois. Ça me fait pas vraiment rêver. Et on a fait tellement de versions, tellement de trucs, jusqu'à arriver à cette baleine qui n'est pas un cachamot où tout le monde disait, oh, elle est trop cool. Bah, on disait, ouais, mais c'est pas vraiment un cachamot. Bah, on s'en fout. Elle est trop cool. Ok. Bon, du coup, on va la garder. Et c'est vrai que le design est assez cool et assez moderne. C'est vrai, bon, je trouve ça drôle, mais c'est vrai que ça change strictement rien du tout. Et oui. Et puis dans l'imaginaire collectif, quand tu dis cachalot ou quand tu dis baleine, c'est les la gens même chose. c'est un peu la même chose. Oui, Tu vois. oui. Enfin, on a cherché un peu et c'est vraiment très difficile de trouver des différences. Bah, en vrai, j'ai regardé, parce que la seule différence, je crois, c'est que le cachalot, le haut est plat, et la baleine est un peu arrondie, ou quelque chose comme ça. Il y a ça et c'est surtout les dents en fait. C'est que le cachalot il a des dents. Alors que les baleines elles ont les phalanges qui leur permettent de manger le plancton. Le cachalot lui il va plutôt aller à chercher des proies et c'est pour ça qu'il est plus considéré comme plus agressif. Donc ouais, bah, quand tu plonges un peu dans le truc il y a des différences. Mais en vrai dans l'imaginaire collectif Oui, ça... c'est juste des gros cétacés on va dire. Voilà, Et encore je suis même pas sûr que le cachamot soit un cétacé. Bref, c'était la minute scientifique culturelle voilà, ça, à je peu pense près. que ça change strictement rien au jeu et à la vie du jeu, mais j'ai trouvé ça drôle. Mais en tout cas, ouais, moi je suis très content de ce jeu et rien qu'en préparant la com avec Mathieu Bonin, nous on s'éclatait à faire des cachamots en fait. Et c'est vraiment ça qui était cool, c'est que juste en échangeant sur Messenger, on s'envoyait un mot, deux lettres, une lettre, et rien qu'avec ça on jouait en fait. Et ça c'était génial. Mais c'est vrai, moi, en tout cas j'en ai entendu pas mal parler un peu à gauche à droite de ce jeu, mais après j'ai l'impression que c'est quand même c'est un endroit assez compliqué, le jeu de mots et le jeu d'association, parce qu'il y a déjà des jeux qui sont hyper en place, mais c'est vrai que ce jeu, il apporte un truc qu'on n'a pas vu souvent.
C'est ça, bah tu vois, on disait comment tu choisis un jeu et celui-là je l'ai choisi parce que je trouve que justement il apporte ce petit truc qu'on n'a pas vu, mais et t'as raison et il est pas facile en termes de placement parce que c'est un placement auquel il y a déjà beaucoup de jeux et il est surtout pas facile parce qu'il est malin en fait, tu vois. Il y a ce truc de pour faire un bon cache-à-mot il faut être malin et faire des belles associations d'idées et il y a ce truc aussi frustrant que bah des fois personne ne trouve et en ce moment on est dans une ère du jeu où bah tu parlais de Skyjo, tout doit être accessible, tout doit être rapide, tout doit être fun et Cachamot il a ce truc qu'il est malin. Donc c'est une prise de risque, tu vois, on parlait aussi de Inkit, c'est une prise de risque. Je trouve que Cachamot c'est aussi une prise de risque, mais moi j'y crois et je m'éclate toujours autant. Bah, Inkit, il a quand même bien fonctionné, non? Tout à fait, ouais, non, mais c'était aussi une prise de risque par le matériel, tu vois. Oui, c'est sûr, c'est Euh, sûr, c'est sûr. C'était plus ça. Alors c'est pas du tout une prise de risque en termes de mécanique, même si en termes mécaniques, Inkit, quand tu le vois, tu dis mais jamais on va y arriver. On te dit tu vas Je te faire suis deviner avec très un nul coup à de ce jeu, tampon. je suis très très nul. Mais c'est vrai que, par exemple, comme tu dis, il y a plein de jeux de dessin esquissés, Pictionary, où il y en a encore plein. Mais c'est vrai que le fait de trouver avec ces 4 tampons et d'essayer de faire un truc, des fois tu regardes, tu dis, ok, bon, bah, c'est... Comment je vais faire? ok, je dois faire un barbecue avec une barre et... Mais après, c'est ce qui est magique, c'est qu'au final, comme tu as des propositions, c'est pas juste des Oui, dessins, oui, c'est un jeu bah, où il y a sinon des propositions, c'est et ben impossible. ça marche en fait. Et tu te rends compte à la fin, ouais, et le jeu, c'est pas faire imperfect, hein, le jeu, c'est faire moins d'erreurs qu'il n'y a de joueurs. Donc tu peux te permettre des erreurs, et ce jeu, c'est un peu un tir aussi à la corde de, ok, on peut se permettre des erreurs, mais pas trop d'erreurs, et ce moment magique où, avec un coup de tampon, tu arrives à faire deviner un mot compliqué, c'est génial. What? Donc là, c'est un papillon, ok. Mais il y a aussi ce truc dans Inkit que tu n'as pas besoin de savoir dessiner. Parce Non, que bah c'est voilà, l'avantage. c'est vraiment la force, c'est que d'habitude, c'est bah t'as besoin de savoir dessiner et les gens qui ne savent pas dessiner se mettent en retrait en disant je suis désolé, je suis nul en dessin. Alors que là, c'est juste des tampons. Donc il y a un côté créatif dans comment tu vas assembler les tampons, mais c'est surtout un jeu d'abstraction de ok, je dois faire un papillon, comment je représente un papillon. Mais c'est assez créatif parce que tu peux utiliser les tampons juste sur les côtés ou tu peux les superposer. Alors on Tu ne peux les mélange faire jamais les glisser couleurs, c'est aussi, non? interdit, mais Je sais plus si t'as le droit de les faire glisser ou pas. non, t'as pas le droit de les faire glisser. Non, non, t'as pas le droit de les faire glisser. T'as pas le droit de plier la feuille. Faut être créatif, mais quand même pas à ce point. Mais c'est marrant. Au début du jeu, les gens ils nous faisaient n'importe quoi. Vraiment, ils disaient oh j'adore ce jeu. Je plie la feuille en origami. Ça fait non, mais non, arrêtez. Mais après, ça appelle à la créativité et ça prouve que le jeu est cool et qu'il marche. Tu vois, quand les jeux se l'approprient, quand les gens s'approprient le jeu, c'est vraiment une preuve que le jeu marche. Ok, bon bah en tout cas très très cool d'avoir un peu ces histoires de jeux de banquise. Et du coup comment vois-tu banquise dans les années qui arrivent? Waouh, bonne question. Bah déjà, j'espère être encore là dans les années qui arrivent parce que là, le marché se tend. On pense que tous les éditeurs le sentent et je pense que même les consommateurs, je sais pas s'ils le sentent ou pas, mais nous, en termes de marché, on sent que ça devient compliqué. Donc rien que le fait d'être encore là, de faire mes 40 000 boîtes annuelles pour toujours exister, bah, j'espère que ça sera le cas. Je me souhaite un succès. En fait, c'est tout ce qu'on se souhaite. C'est, tu vois, on parlait de ce fonds de catalogue tout à l'heure. Bah moi, c'est ce que je souhaite à n'importe quel éditeur, c'est d'avoir ce jeu qui lui permet d'avoir son fonds de catalogue et d'être un peu plus serein et de pas chercher tous les ans à dire est-ce qu'on va y arriver cette année. Et c'est vrai que c'est un stress un peu permanent de dire bah est-ce que ce jeu va marcher, est-ce qu'il va pas marcher. Donc j'espère avoir un jeu qui va exploser, qui me permet d'être plus serein. Après vraiment te donner bah je sais que dans X années Banquise ça sera ça, j'en ai aucune idée. Voilà, vraiment, Ouais, c'est au fil des ans quoi. vraiment, et c'est quelque part s'accrocher aussi, tu vois. C'est rien que le fait d'être encore là et le fait de pouvoir proposer des jeux et d'avoir des jeux qui marchent. Mais je suis très content de ma sélection 2024. Vraiment, je trouve qu'on a fait une très belle année avec Temple Code, Inkit et Tengu. C'était une année géniale. 2025, je suis hyper content de cette sélection aussi avec Cachamot, Color Wars et Cocoon. Donc voilà, j'espère que 2026, là, j'ai déjà des trucs dans 2026 que je trouve très cool. Donc il y a aussi ça, tu vois, peut-être que je sonne un peu comme un gars qui se plaint parce que c'est difficile, mais je suis content des jeux qu'on fait chez Banquise et bah même si des fois il y en a qui marchent pas, autant j'assume ma sélection et après il y a un côté un peu chance quoi. Ah, c'est vrai que maintenant que tu me dis les mots, les noms des jeux, c'est vrai que 2024, c'est quand même en termes de qualité et de success story, entre guillemets, j'ai l'impression que c'est quand même une belle année. Parce que moi, par Clairement. exemple, Inkit et Tumble Code, c'est des jeux que j'ai. Et je suis quand même. Avant, j'achetais tous les jeux. Maintenant, je sélectionne un peu mes choix. Ouais, tous les jeux, ah ouais, Non, carrément, tous t'as acheté les vraiment jeux, tous les jeux.
j'ai acheté tout et n'importe quoi, c'est plutôt ça le terme que tous les jeux, parce que tous les jeux, sinon je vais avoir des problèmes avec ma banque. C'est clair. Mais j'ai acheté, par exemple, des fois, je voyais, ah, ça a l'air cool, hop, j'achète, et ça arrive. Ah, en fait, ouais. Ouais, c'est pas si cool. Pourquoi j'ai fait ça? Et maintenant, j'essaye de quand même sélectionner certains jeux, j'en achète, je me limite à 1, 2 par mois, alors qu'avant, ça pouvait partir dans des grands n'importe quoi, comme beaucoup de passionnés, beaucoup de personnes de ce milieu. Bah ouais. En tout cas, de gros joueurs. Et c'est vrai que du coup, je trouve que ces deux-là sont vraiment très cool et en tout cas sont osés, sortent un peu du lot. Ouais, bah, enfin, moi je suis très content des ventes, mais après je pense que ta méthode de consommation, elle est très révélatrice aussi de la méthode de consommation de plein de gens. C'est qu'avant, on a eu un gros boom pendant le Covid où tout le monde a acheté plein de jeux et là, on se retrouve à une manière plus raisonnée de comment sont achetés les jeux et aussi les boutiques qui, mine de rien, prennent de moins en moins de risques parce que elles aussi, elles ont un stock et elles aussi, elles ont des problèmes économiques, tu vois. Donc, on est aussi dans cette période où tout le monde fait des achats raisonnés et il faut que justement ton jeu il fasse partie du jeu fait partie du jeu que tout le monde veut acheter. Et c'est vrai, comme tu dis, le marché devient de plus en plus dur. C'est rien que quand on voit Cannes et maintenant le nombre d'éditeurs, même de petits, de moyens, il y en a partout. Et je sais pas à peu près, j'ai pas de chiffres, mais il doit y avoir à peu près peut-être 1500, 2000 jeux qui sortent par an à peu près. Et sortir de ce lot-là, c'est quand même assez chaud, quoi. On était là-dedans, ouais. De mémoire, on était dans ces chiffres-là. On était sur les 2000, ouais. Ok. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour cette première partie. On va passer à la deuxième partie. Oui, c'est son premier lancé. Le premier lancé pour dire, c'est un peu quel jeu qui t'a fait rentrer un peu dans cette passion et dans le fait que tu aimes le jeu de société aujourd'hui. Du coup, moi, le jeu auquel je pense immédiatement, c'est Magic. Donc, c'est le jeu de cartes à collectionner. Je suis un grand fan de jeux de cartes à collectionner. Moi, j'ai absolument pas le temps d'y jouer, mais je collectionne. Je collectionne du Lorcana, je collectionne du Star Wars Unlimited, je collectionne du Altered. Je collectionne plus de Magic parce qu'en fait, Magic, j'ai une sorte de cycle où je reviens à Magic tous les 2-3 ans. Et tous les 2-3 ans, je me replonge dans Magic et je vais racheter en disant c'est quoi les nouvelles mécas, comment ça se joue. J'y ai passé beaucoup de temps, donc j'y accorde moins de temps. Mais j'adore les jeux de cartes à collectionner, mais parce que aussi c'est une sorte de promesse d'un gameplay renouvelé à l'infini. C'est aussi pour ça que j'adore ça, c'est que concrètement, tu peux inventer tellement de choses sur ces systèmes que c'est celui à qui je pense et c'est celui qui m'a amené. Et là, avec la trilogie qu'on a en ce moment, Lorcana, Star Wars, Altered, moi je suis un grand fan de Star Wars et du coup Star Wars Unlimited, c'est un jeu que j'adore. Vraiment, je suis frustré de pas avoir le temps d'y jouer et j'y accorde pas le temps parce que c'est un jeu qui est très chronophage. Mais voilà, on va dire, je vais te dire Magic l'Assemblée parce que c'était le précurseur et c'est celui à qui je pense, mais de manière plus globale, on va dire que c'est les TCG. C'est vrai que Magic, moi aussi j'étais un joueur de Magic au lycée, même si j'ai un peu laissé, et je pense qu'aujourd'hui je serais un peu perdu si je dois reprendre du Magic. Ouais, c'est comme le vélo, direct tu reprends. C'est assez simple, mais c'est vrai que même déjà Magic a pour moi une grosse force et un gros poids dans pas mal de jeux qui sortent aujourd'hui. Ça a marqué son histoire. Mine de rien, quand tu regardes Pokémon, tu vois, j'ai pas cité Pokémon dans les TCG, mais mine de rien, Pokémon c'est aussi un TCG et ça a marqué la consommation déjà des jeux de cartes avec ce truc du booster. Ça a marqué aussi dans ses gameplays. Oui, comme tu dis, c'est fondateur. Ouais. Et c'est vrai que du coup ces 2 dernières années, on est quand même dans des années où le TCG revient assez fort avec la sortie de Lorcana, la sortie d'Altred, comme tu dis, qui sont 2 TCG qui sont sortis récemment et qui fonctionnent énormément. J'ai l'impression qu'autour de moi, tout le monde joue à ça presque. Ouais, c'est aussi une analyse. Alors ça, c'est une analyse un peu plus économique du marché. On voit que le TCG a pris des parts de marché sur le jeu de société. C'est qu'en gros, les boutiques spé, je vais parler surtout parce que c'est ce que je maîtrise un peu plus. Elles font moins de jeux de société, mais elles font plus de TCG parce que comme tu dis, il y a eu ces 3 TCG qui sont sortis. Du coup, les gens ils investissent de l'argent là-dedans. Donc l'argent qu'ils investissent dans TCG
ils n'ont pas forcément le budget à mettre dans des jeux de société. Donc on a en grosso modo un moins 20% sur le marché du jeu de société et plus 20% sur le marché du TCG. Mais il y a aussi, je pense, et ça c'est une analyse tout à fait personnelle, je sais pas si elle est pertinente ou pas, mais pas mal de joueurs qui avant faisaient du Kickstarter, qui faisaient beaucoup de Kickstarter, qui ont arrêté de faire des Kickstarter parce que soit ils ont été échaudés par des pratiques de cavalerie financière, soit ça leur parlait plus. Et puis l'argent qu'ils avaient pour ces Kickstarter, maintenant ils le mettent dans les TCG. J'ai pas mal d'exemples autour de moi et je pense que c'est une pratique qui est assez commune. Donc voilà, c'est d'un point de vue économique, le TCG cartonne aussi et peut-être que le jeu de société en pâtit un peu. Après le TCG, le business plan du TCG est hyper bien pensé et hyper malin parce que si t'aimes le jeu de base, t'as acheté tes premiers boosters, t'aimes le jeu, bon après il faut que t'aimes le jeu, et ben pour que tu sois à jour et pour que tu puisses entre guillemets te battre et être améliorer ton deck, t'es obligé du coup d'acheter les nouvelles versions, les nouveaux trucs, et du coup le business plan, on va dire dès que t'as mis ton petit doigt, et ben c'est de l'argent qui rentre. Alors, du coup, ouais, je suis désolé, j'ai l'impression de te pirater tes questions à chaque fois parce qu'on répond complètement en dehors de la question originale. Mais moi, ce que je vois aussi dans le TCG, c'est deux trucs. C'est ce que tu dis, c'est que pour avoir un deck compétitif, j'ai besoin d'acheter beaucoup de displays. Et maintenant, les gens, ils achètent 4 displays. Et 4 displays, c'est quand même 300, 400 euros, même plus. Donc il y a deux choses. Il y a le côté compétitif où j'ai besoin d'avoir toutes les cartes pour avoir un bon deck, mais il y a aussi le côté investissement. C'est que avec Pokémon et le fait que maintenant les gens se sont rendus compte que des cartes de jeu à collectionner, c'est quelque chose qui vaut de l'argent. Et en fait, quand ils investissent cet argent. C'est-à-dire que quand j'achète des cartes de TCG, j'ai plus l'impression de perdre mon argent. J'ai l'impression d'investir. Parce que je me dis, allez, je vais avoir une carte. Cette carte, potentiellement, elle vaut 50 euros, 70 euros, 300 euros et ça va me rembourser mon investissement. Donc, il y a un biais aussi qui s'installe quand tu joues à du TCG, c'est de dire, potentiellement, j'ai une chance d'avoir une carte hyper rare. On en revient aussi à ce qu'on disait sur la dopamine et sur un peu le côté machine à sous de j'ouvre mon booster, ah là là, est-ce que je vais avoir une carte super rare qui vaut plein d'argent? Donc il y a ce truc de j'ai besoin d'être compétitif, je suis content d'ouvrir des boosters parce que ça me provoque du plaisir, et ce truc de je ne perds pas vraiment mon argent, c'est de l'argent qui est investi. Et ces trois facteurs font, je pense, la réussite du TCG actuel. C'est surtout que maintenant on le sait, mais c'est vrai qu'avant, bon, moi j'avais beaucoup aussi de cartes Pokémon. Oui. J'ai fait le malheur de regarder un jour quand j'avais bien sûr plus ces cartes, que ma mère les avait jetées à la poubelle ou que je les ai achetées, et ben j'aurais vraiment pas dû regarder, mais vraiment pas, parce que je me suis dit mais waouh, pourquoi elle les a mis à la poubelle, pourquoi elle a fait ça? Mais c'est ça, et c'est comme si tu avais des bitcoins il y a 20 ans et dire oh j'avais un bitcoin puis je l'ai laissé parce que ça servait à rien, et aujourd'hui tu dis mais non, mais pourquoi? Exactement, c'est exactement ça. Ok, et du coup y a-t-il des jeux qui ont marqué un peu des étapes de ta vie en tant que joueur ou même de ta vie personnelle? Ouais, alors en dehors de Magic, moi Magic c'était les années, enfin juste pour terminer sur Magic c'était mes époques lycée, et en fait c'est un jeu que je trouvais incroyable, mais je m'interdisais d'y jouer. Je m'interdisais d'y jouer parce qu'à l'époque, donc moi je suis né en 81, je passe mon bac en 98, et à l'époque tout ce qui est jeu de rôle, jeu de cartes à collectionner, c'est assez mal vu, c'est pas hype, c'est vraiment ceux qui font ça, ils sont assez mal vus, et moi je faisais partie de la team des sportifs, et il y avait une classification que j'identifiais quand j'étais ado, et voilà, les sportifs ils n'étaient pas avec les geeks, et du coup j'étais très frustré parce que c'est quelque chose qui m'attirait énormément mais je n'osais pas y aller. Bref, donc tout ça pour finir sur Magic. Non, mais je conçois ça parce que bon, moi je suis un peu plus jeune, je suis né en 88, mais au lycée c'était à peu près pareil. Moi j'ai toujours adoré aller aux cartes Magic, sauf que quand j'arrivais dans le groupe des cartes Magic, c'était un peu, je vais dire ça grossièrement, mais les boutonneux ou ceux qui étaient un peu no life, et moi je faisais beaucoup de foot, je faisais beaucoup de sport aussi, et j'étais un peu j'avais le groupe, j'avais mes amis qui étaient un peu dans la hype soi-disant, on avait l'impression d'être en tout cas, et c'est vrai que quand j'allais aux cartes magiques, je le disais pas forcément, je disais ouais je vais faire un truc, je reviens. Mais c'est ça, c'est les enjeux de la popularité chez les ados, et que nous à notre époque, j'en avais discuté avec Théo Rivière, donc Théo Rivière qui est l'auteur qui lui est plus jeune que moi, et qui disait que eux, alors à son époque quand ils faisaient du jeu de rôle c'était cool, nous à notre époque c'était pas considéré comme cool. Donc en dehors de Magic qui m'a beaucoup marqué, il y a un jeu qui m'a marqué, c'est les Chevaliers de la Table Ronde. C'est un jeu qui est assez ancien et qui pour moi marque un peu on va dire une sorte de début dans le jeu de société moderne.
en disant bah ok, le jeu de société ça peut aussi être ça. Un autre jeu qui m'a beaucoup marqué, c'est Russian Railroad. Alors Russian Railroad, pourtant c'est pas un jeu, enfin c'est du placement d'ouvriers où on va construire des voies ferroviaires. Donc vraiment c'est ultra classique, hein. Mais moi ce jeu il m'a parlé parce que bah c'est une des fois où je me suis dit ah ouais, ce jeu il est vraiment bien, il y a plein de stratégies différentes, même si quand à force d'y jouer tu te rends compte qu'il n'y a pas tant de stratégies différentes que ça, mais ça a été une sorte de d'illumination de dire ok, le jeu de société c'est aussi ça, et c'est vraiment bien. Donc voilà, c'est deux jeux que j'identifie comme moi sur des moments clés un peu. Et après dans les jeux que j'adore et qui vraiment m'ont marqué, il y en a peu où j'arrive à me dire, enfin, quand je regarde ma ludothèque, là, j'ai fait un gros vidage, on va dire, enfin, gros vidage. J'ai pas mal épuré ma ludothèque quand j'ai vendu pas mal de trucs. Et ce qui reste, ça va être bah, le jeu de cartes Le Seigneur des Anneaux JCE. Donc là, c'est pas un jeu JCC, c'est un JCE, mais c'est aussi un jeu de cartes. C'est un peu dans le même style que Aurora Arkham JCE, où on va vivre des aventures, mais avec des decks de cartes et des combos de cartes. Et moi, vraiment, c'est ce qui me plaît dans les jeux, c'est des jeux à combos de cartes. J'ai toute ma période de jeux de figurines aussi, parce que mine de rien c'est aussi du jeu. Tu vois, j'ai fait beaucoup de Warhammer à une époque, même si c'est pas des jeux de société modernes, mais ça correspond aussi à une période de jeu. Euh, et après, là, c'est des choses qui me sont plus récentes, donc c'est difficile. Il y a un peu un biais de la nouveauté, mais j'ai adoré Dune Imperium. Et Dune Imperium, c'est un des rares gros jeux que j'ai acheté en me disant, bah ça c'est vraiment génial parce que ça propose et des mécaniques de deck building et des mécaniques de placement d'ouvriers et un peu d'affrontement. Donc ça, je trouve que c'est un beau mélange de qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui. Ok. Et y a-t-il des jeux, du coup, dans ta ludothèque, sans forcément que ce soit des bons jeux, mais qui sont un peu des manettes de Proust et que tu te débarrasseras jamais parce qu'ils ont des histoires, parce que tu les aimes pour X ou Y raison? Ouais, carrément. Ouais, carrément. Il y a des jeux qui représentent des époques. Bah, tu vois, je te parlais de Russian Railroad. Pour moi, Russian Railroad, c'est vraiment ça. C'est un peu l'époque de la découverte et je m'en séparerai pour rien au monde. Euh, Est-ce que j'ai d'autres jeux? Après, il y a des jeux, mais c'est pas pareil. Comme un Terra Mystica. Terra Mystica, j'ai jamais vraiment investi le jeu en tant que tel, mais j'ai tellement de potes qui sont à fond et qui comparaient ça aux échecs que je disais bah c'est intéressant, il faudrait que je m'y plonge, mais j'ai jamais pris le temps vraiment de me plonger dessus, quoi. Et après, on a des jeux auxquels on joue en famille, comme on a le Marvel, le Love Letter Marvel, qu'on aime bien ressortir de temps en temps, qui est pas extraordinaire, mais nous, ça nous fait rire de jouer les personnages de Marvel en famille et surtout d'avoir cette opposition de 1 contre 3 parce qu'on est 4 qui marche bien. Et donc, j'ai des jeux ouais, comme ça qui sont pas des hits, on va dire, dont tout le monde se souvient, mais que moi je garde après. Il y a un jeu qui s'appelait Lord of Xidit, qui était de Régis Bonnecé. À la base, c'est une réédition de Himalaya. Pareil, ça c'est un jeu que j'adore et à un moment, je sais pas pourquoi, ce jeu m'a tapé dans l'œil et je le garde alors que c'est pas non plus un jeu qui est coté, on va dire de manière ouf, quoi. Ok. Et du coup, aujourd'hui, quel jeu sors-tu le plus de ta ludothèque? Si t'as le temps de jouer, bien sûr. Alors aujourd'hui, en ce moment, c'est ce qui ressort le plus, c'est Harmonise, qui est un jeu de Johan Benvenuto illustré par Maeva chez Libellude, qui est le jeu, je pense que j'ai le plus sorti cette année, parce que j'aime bien le faire découvrir à des gens. Je trouve qu'il est malin, je trouve qu'il est magnifique déjà. Et qu'il apporte une petite histoire, une petite ambiance zen, même si chacun joue un peu de son côté. J'aime bien le sortir. Vraiment, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Dune Imperium, malheureusement, j'aimerais bien le sortir, mais j'ai pas le public pour. En fait, en famille, on joue pas à ça et c'est des gros jeux et j'ai pas vraiment le temps à accorder à ces gros jeux. Le jeu que j'aimerais le plus ressortir avec mes potes, c'est Star Wars Unlimited, mais pareil, encore une fois, je prends pas vraiment le temps d'y jouer, même si j'adore ça et j'aimerais faire plus de parties, mais il y a pas ça. Et Trio aussi, c'est un jeu que j'ai présenté à plein de gens que je trouve
hyper accessible toujours chez Cocktail, cette force de faire des jeux que tu peux présenter à n'importe qui. Plus récemment, il y a un jeu que j'aimais beaucoup chez Blue Orange qui s'appelle Puerto Banana. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, je vois pas du tout c'est quoi C'est ce jeu. un jeu d'enchères dans lequel les enchères deviennent n'importe quoi. Tu enchéris sur un stock de bananes et il y a un effet d'entraînement où plus tu vas avancer dans le jeu et plus tu vas annoncer des chiffres qui sont mirobolants. Le twist du jeu dans Puerto Banana, c'est que celui qui remporte l'enchère, c'est le second. C'est pas celui qui a mis la plus grande, c'est le second. Et il y a tout un jeu qui se crée de différence entre celui qui a mis la plus grande et celui qui est juste en dessous et l'écart qu'il y a entre les deux. C'est un jeu qu'il faut jouer vraiment, je trouve qu'il est hyper malin et que j'ai beaucoup sorti ces temps-ci. Et du coup, quelle nouveauté attends-tu le plus Alors pour le coup là, je vais être un peu nul sur cette réponse et j'en suis désolé. C'est que j'accorde très peu de temps, parce que comme je l'ai dit, je suis plus du tout sur les réseaux sociaux et j'accorde pas de temps aux nouveautés. C'est-à-dire que je joue très peu à des nouveaux jeux, si ce n'est à mon association de jeux les Ludochons, où je vais dire bah j'ai vu que ça cartonnait. Ok, est-ce que vous pouvez me le faire essayer? Là récemment, on a joué à The Gang. Alors du coup c'est déjà sorti, donc je peux pas dire que c'est une nouveauté, mais j'ai trouvé ça vraiment super bien. Mais je suis un peu en réaction en fait, c'est-à-dire que je vais pas être proactif par rapport à ça. Je vais pas me dire bah tiens j'ai vu il y a ça sort dans tant de temps, il y a le KS qui arrive. Non, ça je suis nul. C'est juste que bah, mes potes vont me dire où je vais aller voir dans le top des ventes et je vais dire bah ok ça c'est dans le top des ventes, je suis complètement passé à côté. Est-ce que vous pouvez m'y faire jouer? Je vais plus être Ok. là-dedans que Mais aller. du coup, toi, en tant qu'éditeur, tu continues quand même à faire de la veille ludique, à tester des trucs, des nouveaux trucs, même qui sont pas chez toi, pour pouvoir quand même voir ce qui se fait ou tu le fais Et pas bah trop. pas assez. Tu vois, ça c'est un des aspects de mon travail que je sous-estime un peu, c'est que je prends plus le temps de jouer. Tu vois, on en parlait parce que mon travail c'est beaucoup de la gestion, c'est beaucoup gérer les différents prestataires, c'est faire je suis chargé de projet, tu vois, je fais que ça. Enfin, ouais, je suis chargé de projet et je fais plein d'autres trucs parce que je suis tout seul dans la boîte. Mais non, je prends très peu de temps à jouer dans la semaine. C'est plus à des moments où je vais avoir des grosses périodes de jeu, on va avoir des événements. Par exemple, je vais penser à Étourvie, organisé par Bruno Feduti. On a les ludopathiques, et là, pendant 4 jours, on se regroupe et on joue à des jeux. Même si, pendant ces temps, je vais avoir tendance à me proposer mes avant-premières et faire tester mes protos plutôt que faire de la veille ludique. Normalement, j'ai mon assos de jeu, les Ludochons, pardon, elle me sert à ça et c'est tous les jeudis. Et je me rends compte quand je regarde mes stats, j'y vais un jeudi par mois, même pas. Donc je suis assez mauvais sur ça, à qu'est-ce qui sort, tout simplement parce que je prends plus le temps de jouer. Après, c'est comme tu le dis, les journées après, elles ont que 24 heures. Tu dois, tu dois, tu dois gérer déjà tout seul banquise, qui je pense te prend beaucoup de travail. T'as aussi une famille. Ça. Tu dois quand Oui, même, tu vois. et puis Et j'ai du des coup, loisirs à côté, et et c'est les... vrai que mais je préfère privilégier mes loisirs comme le sport et les jeux vidéo, alors que le jeu de société, bah maintenant, ça fait partie de mon travail, tu vois. Et la veille ludique, bah quand je vais au Ludochon, bah je fais de la veille, tu vois. Et quelque part, la veille, ça fait partie de mon taf. Donc il y a aussi ce truc que c'est le jeudi soir de 20h à minuit, et je dis, bah j'ai déjà bossé de 7h30 le matin à 18h30. J'aimerais bien faire une pause. Et ce truc de dire, bah non, on va continuer à faire de la veille, même si c'est cool, je vais pas te mentir, tu vois, c'est des bonnes soirées, on rigole bien, on s'amuse. Mais quand j'y vais soit avec des protos, comme je te disais, soit en disant ah ça faut vraiment que j'y joue. Donc il y a un peu cette continuité du travail qui fait que je m'investis moins là-dedans. Après, ouais, c'est vrai que maintenant, quand tu joues, il y a toujours cette idée, même si elle est loin, qui se rapproche à ton travail, obligatoirement. Évidemment, Ouais. évidemment, parce que tu te dis, bah ça en termes d'édition, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est pour ça que je parlais d'Harmonise, tu vois. Harmonise, pour moi, il y a un tel travail d'édition. Enfin, je trouve que l'édition, elle est folle. Euh, et donc, vous voyez, il y a toujours cette tâche de fond qui est, OK, moi, comment je l'aurais fait? Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont fait ce choix-là? Que ça soit en termes de game design, que ce soit en termes d'éditorial, que ce soit dans plein de trucs, en termes de localisation. À chaque fois, je vais me poser des questions d'éditeur et du coup, ça met un filtre au plaisir du jeu, même si j'arrive toujours à prendre du plaisir à jouer. Ouais, c'est sûr, en tout cas, pour en parler d'Harmonise, en termes d'édition, pour moi, bon, il y en a d'autres qui sont sortis, mais pour moi, c'est imperfect. Ah, clairement. C'est Ah, mais toutes les cases des choses qu'il faut faire en termes d'édition c'est ont coché. été faits avec une logique, une harmonie.
Et pour moi, en tout cas, dans les derniers jeux qui sont sortis, il y a lui, il y a Bombuster aussi. Je trouve que c'est en édition, c'est carré, c'est propre, quoi. Ouais, clairement. Et puis oui, pour moi, j'apprends aussi. Enfin, on apprend tous les jours à dire, bah regarde l'insert qu'ils ont fait, il est génial. Le choix qu'ils ont fait sur les matériaux, il est génial. Et puis bah l'univers graphique que Maeva a posé, il est génial aussi. Ok, cool. Du coup, on va arriver du coup dans la dernière partie, qui est le petit jeu qui s'appelle du coup le Meeple perdu. Pour rappeler, tu arrives sur une île déserte, tu es seul. Bon, après il y a peut-être d'autres tout seuls, un peu comme Lost. Du coup, tu peux ramener 5 jeux. Quels seront ces 5 jeux? Bah le premier, comme je te disais, c'est Magic. Forcément, où je prends un jeu. Alors peut-être que je viendrai avec l'édition de base. Je sais plus si ça se trouve encore ça, mais l'édition de base de Magic et rien que redécouvrir toutes les mécaniques de ça. Donc ça, c'est sûr que je le prends. Avec moi, je prends un jeu d'échecs. Parce que je suis nul aux échecs, mais j'adore ça. Et pareil, ça, les échecs, c'est vraiment c'est un monde dans le monde. Les échecs, j'ai pas le temps de m'y investir, mais j'ai toujours voulu m'y investir plus. J'ai jamais pris le temps. Donc, mon deuxième choix, ça serait ça. Je vais prendre Russian Railroad parce que je t'en ai parlé et vraiment pour moi, ça fait partie des trucs où j'adore y jouer, même si je pense que je m'en lasserai vite au bout de quelques parties. Mais j'ai ce truc de comme tu disais, la Madeleine de Proust. Donc, en troisième, je vais prendre ça. Après, il faudrait que je choisisse un jeu qui soit hyper riche ou un jeu qui soit créatif. Je sais pas si je prendrais un de mes jeux en fait. Tu vois, il y a ce truc de est-ce que je serais capable de prendre un jeu Banquise Édition parce que j'ai beaucoup de mal à faire mon auto-promo. C'est un truc qui m'a toujours énervé de porter des t-shirts à l'effigie de ta société, le fait de s'auto-promouvoir. Donc, je suis même pas sûr que je prendrais un jeu Banquise, mais je pense que je chercherais un jeu créatif. Tu vois, là, je pense à du Archimboldo, je pense à du Inkit, mais il doit bien exister d'autres jeux qui sont là-dedans, qui me permettent de créer des choses, parce qu'on est vraiment dans la création. Si on est sur une île déserte, on va pouvoir créer plein de trucs, et c'est ça que je chercherais. Et là, j'ai pas d'exemple en tête qui me viennent tout de suite, mais je vais plus partir sur un générique en disant un jeu créatif. Après, je pense que je prendrais Terra Mystica aussi dans le sens où j'ai plein de potes qui m'ont dit mais vas-y, c'est comme les échecs, et comme j'ai cité les échecs avant, je pense que ça fera un bon combo. Du coup, je pense qu'on est à 4 ou 5, on doit 5, déjà y c'est être. bon. Mais en plus, du coup, pour revenir aux échecs, ce qui est bien avec les échecs, c'est le jeu en soi hyper simple, mais pour être bon, waouh, faut... c'est une vie. Ouais, voilà. Il faut y consacrer ta vie. Donc oui, voilà, c'est ça. Pour avoir un bon classement Elo, il faut vraiment y consacrer des heures et des heures, apprendre les ouvertures, tout ça. Et chose que je ne fais absolument pas. C'est un peu comme le jeu de Go. Ouais, bah ouais, ça aussi. Pareil, à chaque fois, je me dis, oh là là, ça a l'air trop bien, faudrait que je m'y mette. Et tu commences à mettre le nez dedans, tu fais, non mais je vais y perdre ma vie. Ouais, oui, sûr. clairement, le jeu de Go, ouais, tout à fait. Ok, bon bah en tout cas merci beaucoup pour cette heure passée avec nous. Merci à toi. J'espère que tu as apprécié le moment. Ouais, c'était cool. Et du coup...